Bonjour à tous. Je vais vous parler du rôle du HLA dans la transfusion. Ça va être beaucoup moins sanglant, le sujet. Ça va vous reposer un peu. Alors, le système HLA, pendant des années, est resté un peu à l'arrière-plan dans le cadre de la transfusion. Les transfuseurs s'étaient axés historiquement sur la prévention des incompatibilités érythrocytaires, sur ensuite, dans les années 80, la prévention de la transmission des maladies infectieuses, surtout suite à l'affaire du sang contaminé. Donc le HLA reste un petit peu en marge, un système complexe dont on traite dans des laboratoires spécialisés qui ne sont pas toujours à l'EFS. Dans ces laboratoires-là, on est en contact essentiellement avec les équipes de greffe, de transplantation, d'organes ou de moelle. Alors bien sûr, de temps en temps, on a besoin des labos HLA pour les transfusions de plaquettes, mais bon, voilà, ça vivait sa vie un petit peu comme ça, à part. Et puis, il y a eu deux phénomènes qui, en fait, ont remis le HLA un petit peu au bout du jour ou sur le devant de la scène. C'est d'une part l'augmentation du nombre de transfusions de plaquettes. Et donc, comme on sait que le HLA intervient bien dans les transfusions de plaquettes, ça se retrouve un petit peu plus sollicité. Et puis, plus récemment, l'augmentation de fréquence des cas déclarés de trahie. Donc, l'AFSAPS, il y a à peu près un peu plus d'un an, devant cette augmentation de fréquence, qui est aussi en fait due au fait que les autres complications graves de la transfusion ont baissé. Du coup, le trahis s'est trouvé un petit peu sur le devant de la scène. Et donc, l'AFSAPS a demandé à l'EFS de faire quelque chose. Ça ne pouvait plus durer. Et donc, il a fallu mettre en place des actions préventives. Et c'est donc le HLA là, qui était en première ligne. Donc, en fait, dans mon exposé, je vais vous faire une première partie parce que je pense que c'est peut-être pas connu de tous, une synthèse un peu de ce qu'est le système HLA, à quoi il sert et ce qu'il est, et une deuxième partie sur l'implication dans le cadre de la transfusion. Alors, qu'est-ce que le système HLA? C'est un ensemble de molécules, des protéines, et même des glycoprotéines, qui sont situées sur la membrane de toutes les cellules de l'organisme, enfin de presque toutes les cellules nucléées de l'organisme. Ça a été découvert par Jean Dossé, qui est un Français, qui l'a découvert en 1958. En fait, il a mélangé des sérums de malades polytransfusés avec des globules blancs, et puis il a constaté des agglutinations. Donc il s'est dit qu'il doit y avoir un système leucocytaire comme il y a des systèmes de groupes érythrocytaires. Donc ça s'est appelé système HLA, Human Leucocyte Antigène. Ça lui a valu le prix Nobel en 1980, donc un prix Nobel de médecine pour la France en 1980. Il s'est très vite rendu compte que ce système avait une importance capitale dans la transplantation d'organes, dans les rejets de greffons. Et donc on appelle aussi le système HLA le complexe majeur d'histocompatibilité. Alors dans le système HLA, il y a deux types de molécules. Des molécules de classe 1, ou antigènes, de classe 1, A, B et C. Des molécules de classe 2, DR, DQ, DP. Donc ça, ce sont les molécules majeures. Il y en a d'autres, mais ce sont les majeures. Et donc on possède en double A, B, C, DR, DQ, DP. Donc on a en fait 12 antigènes HLA majeurs. Donc quand on parle de groupage HLA, généralement, on parle de typage AB, DR, parfois DQ. Alors voilà, très très schématiquement, vous imaginez, très coloré, à quoi ressemble une molécule HLA. Donc vous avez ici la molécule HLA de classe 1, qui est donc ici la membrane cellulaire, qui est ancrée dans la membrane, et donc qui est constituée d'une chaîne avec 3 domaines, alpha 1, alpha 2, alpha 3. Et donc cette molécule de classe 1 est associée à une autre molécule qui est la bêta-2 microglobuline. Cette molécule ne fait pas partie du système HLA. À droite, vous avez la molécule de classe 2, qui elle est constituée de 2 chaînes, également ancrées dans la membrane cellulaire,
Donc deux chaînes qui ont chacune, alpha et bêta, qui ont chacune donc deux domaines. Donc comme toutes les protéines, comme toutes les molécules, les molécules HLA sont codées par des gènes qui sont présents sur le bras, enfin qui sont situés sur le bras court du chromosome 6. Ces gènes sont très proches les uns des autres, très liés entre eux. Donc on trouve des gènes de classe 1, on a nommé de la même façon que les molécules, A, B, C, qui codent pour les molécules de classe 1, un gène de classe 1 pour une molécule de classe 1, puisque comme vous l'avez vu, donc il y a une chaîne simplement pour la molécule de classe 1. Les gènes de classe 2, DR, DQ, DP pour les majeurs, qui codent donc pour les molécules de classe 2. Et là, il faut deux gènes pour fabriquer la molécule, puisqu'il y a deux chaînes. Donc voilà, pour une molécule DR, donc deux chaînes alpha-bêta, donc deux gènes qu'on appelle DRA et DRB. Donc l'emplacement du gène, ça c'est un petit rappel génétique, hein, l'emplacement d'un gène sur un chromosome s'appelle le locus. Donc voilà en haut, alors j'ai trouvé des belles diapos colorées en anglais, excusez-moi, mais enfin bon, on arrive à comprendre. Donc là vous avez en haut, donc en bas c'est la souris, on ne regarde pas. Donc en haut le chromosome schématiquement, donc les gènes chez l'homme. Donc la classe 1 avec donc le gène A, les gènes B et C qui sont très proches l'un de l'autre. La classe 2 à l'autre bout, donc il y a beaucoup de gènes. Les gènes majeurs, donc DR, DQ et DP ici. Et donc avec deux types de gènes, des gènes alpha pour les chaînes alpha, des chaînes bêta pour la chaîne bêta. Alors au niveau du DR, ça se complique un peu parce qu'il peut y avoir plusieurs chaînes bêta possibles. À côté, donc les autres gènes, vous avez des molécules, donc ça code pour des molécules de classe 2 également, DODP, dont le rôle est moins connu, ou du moins, moins connu, enfin, ou alors des gènes qui interviennent au niveau de la fonction des protéines HLA, qui interviennent dans leur fonction. Alors le système HLA a la caractéristique d'être extrêmement polymorphe, très polymorphe. C'est le système le plus polymorphe connu dans l'espèce humaine. Donc chaque gène se présente sous de très nombreuses variétés. Donc déjà vous avez vu qu'on avait au moins 6 gènes majeurs HLA, et donc chacun fait une molécule différente, et chaque gène donc, peut se présenter sous différentes formes, c'est ce qu'on appelle les allèles. Chacun de ces allèles va coder pour une molécule un petit peu différente, complètement différente, ou un petit peu différente. Donc, si je vous mets un exemple ici, le gène A10 peut avoir de nombreux allèles, 0,1, 0,2, 0,3, au fur et à mesure qu'on les découvre, on leur donne un numéro. Et on aboutit ainsi, au fil du temps, en classe 1, on a plus de 2500 allèles, donc on connaît plus de 2500 antigènes HLA différents de classe 1. En classe 2, plus de 800 allèles. Donc les différences peuvent être très minimes, mais qui sont différentes. Donc vous comprenez bien que chaque individu est unique dans le système HLA, puisqu'on peut avoir chacun un de ces 2500 allèles, un de ces 800, toutes les combinaisons, enfin vous imaginez, c'est pire que le loto. Hein. Et donc, voilà. Malgré tout, et heureusement, quand il faut trouver des donneurs de moelle dont la compatibilité doit être parfaite, il y a quand même des fréquences variables selon les allèles et les populations, c'est-à-dire qu'il y a des fréquences d'associations d'allèles beaucoup plus fréquentes que ne le voudrait le hasard. Et ça, c'est aussi fonction des populations, ce qui a permis d'étudier les migrations de populations, de se rendre compte d'où avait migré une population vers une autre dans l'évolution de l'humanité, d'une part. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire pour l'autre part, les associations plus fréquentes, ça me reviendra peut-être plus tard. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de, vous voyez, avec le développement des techniques de biologie moléculaire. Donc ici, vous avez les années, donc le début
les débuts du HLA, et puis voilà, tous les ans, vous voyez le nombre d'allèles, on en décrit en permanence de nouveau. Donc vous avez ici la classe 1 et vous avez ici la classe 2. Alors il y a une autre particularité du système HLA, c'est ce qu'on appelle la notion d'haplotype. Donc comme vous le savez, on reçoit un chromosome de son père, un chromosome de sa mère. Hein, et en fait, les gènes HLA sont transmis en bloc, ensemble, du père à la mère, tous ensemble. Donc cet ensemble constitue l'haplotype. Du père à l'enfant. Du père à l'enfant, de la mère à l'enfant. Voilà. Donc c'est transmis en bloc. Donc si je peux illustrer ça, donc si vous avez le père qui a ce groupe HLA ici, A2, B13, B51, la mère qui a ce groupe HLA ici, voilà, et un enfant qui a ce groupe ici. Donc en fait, l'enfant a reçu de son père l'haplotype A1B51, et l'autre haplotype du père c'est 213, il a reçu de sa mère le A3B8, vous voyez les combinaisons. Et donc ceci vous permet de comprendre que dans les études familiales, donc quand on recherche un donneur dans la famille pour les dons de moelle, puisqu'il faut essayer de trouver l'identique, et donc eh bien, vous avez les différentes possibilités selon les transmissions des haplotypes, les différentes possibilités d'enfants, il y en a 4, ce qui fait que la probabilité d'avoir un frère ou une sœur complètement identique est de 1 sur 4, complètement différent 1 sur 4 et semi-identique donc 2 sur 4. En sachant que pour les greffes de moelle, la nécessité est d'être totalement identique. Alors évidemment c'est statistique, c'est-à-dire qu'il y a des familles de 8 enfants, c'est pas de chance, il n'y en a pas compatibles, ou des familles de 2, c'est de la chance. Hein. Malgré tout, le fait que les fratries soient maintenant de petits nombres fait que les donneurs familiaux sont moins fréquents. Alors j'ai voulu vous mettre un petit peu un mot de nomenclature pour que quand vous voyez passer les typages HLA, vous compreniez un petit peu mieux à quoi ça correspond. Donc au départ, on a défini les antigènes HLA par l'intermédiaire des anticorps, donc c'était une définition sérologique. On met en présence, et par une technique qui est la technique de référence, qui est la technique de lymphocytotoxicité. Donc en fait, on avait des antisérums et on a mis en présence ces antisérums, on met en présence les antisérums, tout simplement des anticorps connus vis-à-vis des panels de cellules. Si anticorps et antigènes correspondent, il y a fixation de l'anticorps sur la cellule. On rajoute du complément, ça provoque une lyse cellulaire et on met un colorant vital qui permet de repérer les cellules mortes. Et donc c'est ainsi que l'on arrive à définir le groupe HLA par technique sérologique sur un panel de cellules dont on connaît le typage, un peu sur le principe des identifications d'agglutinine régulière où on a un panel de globules rouges connus et on met l'antisérum en face. Voilà. Et puis de plus en plus maintenant on s'est basé sur des techniques de biologie moléculaire où là on ne met plus en évidence l'antigène mais on met en évidence le gène. Donc en fait quand c'est une technique de biologie moléculaire qui a été utilisée, vous avez la petite astérisque là. Ça veut dire que c'est une technique de biologie moléculaire. Quand c'est par technique classique sérologique, vous ne l'avez pas. Donc c'est quand on met en évidence le gène, on dit que c'est un typage générique ou de digits ou basse résolution. Et donc vous avez 2 chiffres en fait, hein, 0,1, B14 et R07. Si la technique de biologie moléculaire est plus performante, on peut aller jusqu'à la définition de l'allèle. Et donc là, on met le gène et le chiffre d'après, c'est les allèles de ce gène. Donc là, on parle de détermination allélique ou 4 digits ou haute résolution. Donc vous voyez que par rapport à un typage HLA classique qu'on voit en transfusion, eh bien un typage allélique pour une allogreffe de moelle, donc ça va plutôt se présenter comme ça. Alors les molécules de classe 1 et de classe 2 sont un peu différentes et une fonction un petit peu différente. Donc la molécule de classe 1, comme je vous l'ai dit, qui est constituée d'une chaîne alpha associée à une chaîne bêta-2 microglobuline qui n'appartient pas au système HLA, sont présentes à la surface
de toutes les cellules nucléées de l'organisme, mais avec une densité variable. Variable selon les tissus, variable selon l'antigène. Il y a un antigène donc, de classe 1 qui est l'antigène C, qui est peu exprimé à la surface des cellules. Donc on reverra, toutes les cellules nucléées, il n'y a pas les globules rouges. Les globules rouges ne portent pas l'antigène HLA, mais les plaquettes, elles, par contre, portent les antigènes HLA de classe 1, comme on reverra. Les molécules de classe 2, donc qui ont deux chaînes alpha et bêta, comme on l'a vu tout à l'heure, codées par les deux gènes, elles sont présentes uniquement sur les cellules immunitaires, en particulier celles qui présentent les antigènes, donc les lymphocytes, les macrophages, les lymphocytes B, les lymphocytes T activés. Ah ben là, voilà, revoilà ma belle molécule. Donc on verra un peu plus tard dans la fonction de la molécule. Donc comme vous le voyez, en fait, les deux domaines ici, alpha 1 et alpha 2, et ici alpha 1, bêta 1, ménagent une niche, une encoche, et c'est dans cette encoche, on va voir que ce niche, en fait, les peptides étrangers qui vont être présentés à des cellules effectrices lors de la réaction immunitaire. On va voir ça tout à l'heure, tout de suite, je ne sais plus. Donc ça, c'est une représentation de la molécule quand même, vous voyez, un petit peu moins schématique, avec au niveau des domaines où vont se nicher les peptides. Donc c'est une forme en hélice, en fait, vous voyez ici, de ce côté-là. Alors quel est le rôle du système HLA ? Donc le système HLA, alors à la différence des antigènes érythrocytaires, dont la fonction est, disons, peu importante, dont on ne connaît pas exactement d'ailleurs l'importance, là c'est un rôle central. Le système HLA, en fait, son rôle, c'est la réponse immunitaire. C'est d'induire la réponse immunitaire vis-à-vis du non-soi ou du soi altéré, donc vis-à-vis d'agents infectieux, d'agents pathogènes, ou d'antigènes, ou même de cellules cancéreuses qui vont libérer des peptides anormaux et qui vont à ce moment-là être considérés comme étrangers. Donc voilà, c'est donc la molécule HLA qui présente l'antigène étranger sous forme de petits peptides aux cellules immunitaires qui seront chargées d'éliminer cet agent étranger. Et c'est par les molécules HLA que les cellules de l'organisme reconnaissent le soi du non-soi, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas aller attaquer nos propres cellules, uniquement celles qui vont présenter un peptide étranger. Donc la fonction est un petit peu différente pour la classe 1 et la classe 2, mais c'est complémentaire, c'est-à-dire que la classe 1 va présenter des antigènes intracellulaires, donc comme vous savez par exemple les virus se multiplient à l'intérieur des cellules, donc les antigènes intracellulaires comme les virus, aux cellules T cytotoxiques CD8. Les classes 2 vont présenter des antigènes extracellulaires, c'est-à-dire par exemple des bactéries qui elles sont dans le milieu extracellulaire mais qui vont être phagocytées par la cellule, donc des antigènes extracellulaires à des cellules qui vont s'activer et qui vont mettre en activation d'autres cellules. En fait, c'est un système de plus de coopération cellulaire. Donc ça, c'est pour vous présenter, vu de dessus, les molécules HLA, les domaines en hélice qu'on a vu tout à l'heure, et vous voyez qu'à l'intérieur, donc là, un peptide étranger qui est fixé à l'intérieur de cette niche, et que vous avez ici également. Donc chaque molécule HLA a un répertoire de peptides qu'il est capable de fixer et donc de présenter. Ce qui veut dire, donc, comme on dit, un grand polymorphisme, et que nous n'avons aucun de nous les mêmes molécules, que nous n'avons pas tout à fait la même capacité pour un virus, par exemple, à le présenter aux cellules effectrices immunitaires. Donc selon notre groupe HLA, selon notre molécule, on va être plus capable d'induire une réponse immunitaire contre le virus de la grippe, par exemple, ou les infections ORL, ou au contraire les infections virales gastro-entériques. Et ça peut expliquer, vous savez,
Il y a des personnes qui font jamais de gastroentérite, qui doivent avoir des molécules HLA particulièrement efficaces pour les virus correspondants, d'autres qui font jamais d'infection ORL, donc voilà. Et en fait, le polymorphisme, c'est-à-dire le fait qu'il y ait énormément de molécules différentes dans une population, on suppose que ça a été aussi une façon de pouvoir... c'est un intérêt pour l'espèce humaine, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on ait... Si on avait tous les mêmes antigènes HLA, et imaginons qu'apparaisse un virus et pour lequel on ne répond pas, les antigènes HLA ne répondent pas à ce virus, l'espèce humaine serait complètement éteinte peut-être même. Donc le fait qu'on soit tous différents, s'il y a un virus méchant qui apparaît, certains d'entre nous ne vont pas résister, mais il y aura toujours, puisqu'il y a plein de molécules, il y en a toujours qui vont résister. Donc voilà. Donc ça, je repars dans le petit schéma un peu simpliste. Donc ici, vous avez la classe 1 et ici la classe 2. Donc la classe 1, voilà la cellule par exemple infectée par un virus. Le virus est dégradé dans la cellule en petits peptides et quand la molécule HLA est synthétisée dans cette cellule, elle va charger ces petits peptides et donc les exprimer à la surface de la cellule. Vous avez ici le petit peptide étranger et donc ça va être présenté à la cellule effectrice qui est une cellule cytotoxique par l'intermédiaire d'un récepteur spécifique avec des molécules annexes, beaucoup de molécules qui interviennent. Et donc, une fois cette cellule activée, elle va aller lyser la cellule infectée. Au niveau de la classe 2, donc c'est le même système. Donc, c'est une bactérie qui va être phagocytée par la cellule et donc dégradée aussi en petits peptides. Et la molécule HLA de classe 2, quand elle va être synthétisée dans cette cellule, elle va capter ces petits peptides, les mettre à la surface. Et donc ici, vous avez un récepteur qui, donc ça permet de le présenter à la cellule effectrice, qui est un CD4, et cette cellule activée va aller activer d'autres cellules, comme par exemple les plasmocytes qui fabriquent les anticorps, et donc des anticorps spécifiques vont être fabriqués contre cette bactérie par exemple. Alors donc les molécules HLA sont des antigènes, donc elles sont capables d'induire la production d'anticorps chez un individu qui ne possède pas ces antigènes. Donc quand est-ce qu'apparaissent ces anticorps? Eh bien après une transplantation d'organes, bien sûr, après une grossesse, donc ça c'est ce qui intéresse beaucoup en ce moment la transfusion. Donc après une grossesse, la mère s'immunise contre les antigènes HLA du bébé qui sont d'origine paternelle, donc qui ne sont pas les siens, un peu sur le même principe que l'alloimmunisation Rhesus finalement. Et donc d'autant plus qu'il y a eu plusieurs grossesses. Donc on est autour de 30% des femmes qui donc ont eu un enfant ont des anticorps anti-HLA, et ça monte progressivement au fil des grossesses pour atteindre à peu près 40%, 45%, il semble qu'il y ait un plateau après la troisième grossesse. Et ces anticorps, contrairement à ce que l'on pensait initialement, donc ces anticorps HLA persistent des années et des années. Donc ça c'est la deuxième, et évidemment, vous imaginez bien la plus fréquente des immunisations HLA. Il y a aussi donc les immunisations après transfusion. Bon, transfusion de globules blancs, de concentrés, mais bon, je passe parce que c'est tellement marginal. Transfusion de plaquettes, en sachant que donc les plaquettes ne portent que des antigènes HLA de classe 1, donc ces immunisations ne sont que des immunisations de classe 1. La transfusion de globules rouges, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les globules rouges ne portent pas d'antigène HLA. C'est donc les leucocytes résiduels dans les globules rouges qui vont immuniser. Alors depuis qu'il y a une déleucocytation systématique, on a considérablement quand même diminué cette origine d'immunisation. Il reste malgré tout un risque qui est évalué autour de 3%. Et puis il y a un concept discuté qui est le concept d'anticorps naturels.
C'est sans doute rare et c'est controversé. Alors c'est revenu un petit peu à la mode, entre guillemets, c'est-à-dire qu'avec les techniques actuelles très très sensibles, et on s'est rendu compte qu'en testant des hommes jamais transfusés, qu'ils avaient des anticorps. Certains avaient des anticorps, donc on ne peut pas les expliquer autrement que par des anticorps naturels, entre guillemets. Mais c'est peut-être un biais technique. Alors certains anticorps, ça peut avoir une importance en transfusion, en particulier en transfusion de plaquettes, vont réagir plus loin que l'antigène qui a produit l'immunisation. Donc ça peut être parce que on a défini au fil du temps, ça c'était des définitions sérologiques, on a défini au fil du temps ce qui était à 10, en fait peut être à 25, à 26, etc. Ce sont des antigènes qui ont des compositions très proches. Mais donc un anticorps va pouvoir après être actif contre l'ensemble de ces antigènes. Donc ça on appelle les spécificités larges et à l'intérieur les splits. Donc ça existe pour la classe 1, pour la classe 2 aussi, mais qui n'intervient pas en transfusion. Et puis il y a aussi des anticorps qui vont reconnaître des antigènes très différents, mais c'est parce que ces antigènes partagent des petites portions d'acides aminés communes qu'on appelle des épitopes, et donc qui induisent la même production d'anticorps. Voilà, l'épitope étant la portion de la molécule qui se lie aussi d'anticorps. Donc ça s'appelle ces groupes de réactions croisées qu'on appelle les Craig. Donc vous avez ici, vous voyez, l'ensemble des Craig définis. Donc le A1 Craig, le A2, etc. Et voilà, avec les réactions croisées possibles vis-à-vis d'un même anticorps. Alors, quelles sont les techniques de détection des anticorps anti-HLA? Donc, comme je vous le disais, la technique d'origine, c'est la micro-lymphocytotoxicité. La technique, ensuite, on a eu la technique ELISA, technique beaucoup plus sensible, qui a été abandonnée depuis qu'est apparu cet appareil formidable qui s'appelle le Luminex. Je pense que vous en avez tous entendu parler, même si vous n'êtes pas dans le HLA. Le Luminex. Donc c'est un très bel appareil qui a l'avantage d'être extrêmement sensible et du coup un peu trop sensible. Un peu trop sensible. Donc le principe c'est que c'est des billes groupées par 100 qui sont colorées du rouge à l'infrarouge, donc qui ont un système de coloration. Chaque type de coloration, chaque groupe de ces 100 billes est recouvert de molécules HLA purifiées. Les anticorps vont se fixer donc, sur ces billes s'il y en a. On rajoute un anti-anticorps qui se fixe sur le complexe, lui-même coloré. Et donc la lecture et l'interprétation se fait au moyen de 2 lasers. Un qui va reconnaître la bille du fait de la coloration rouge à l'infrarouge, et un autre qui va reconnaître celles qui ont des anticorps fixés. Donc il y a des kits de dépistage et des kits d'identification. Donc comme vous le voyez, en fait, là, on se retrouve avec un appareil qui, sur les billes, ce sont des molécules HLA purifiées. Ce ne sont pas des cellules. Donc les anticorps peuvent en clinique, ne pas correspondre réellement à une cellule porteuse de l'antigène HLA. Donc on a un souci de définition de seuil de positivité avec ce Luminex. Mais il est quand même très efficace pour retrouver les spécificités dont il faut tenir compte, en particulier en transfusion. Alors, quelle est l'application clinique du HLA? Bon, la première, bien sûr, vous le savez, c'est la transplantation d'organes. Les transplantations de reins, qui sont les plus fréquentes, pour lequel il faut absolument respecter les anticorps anti-HLA du receveur. Donc le receveur doit être très suivi sur le plan des anticorps, et on fait un dernier contrôle au moment de la greffe, on fait un cross-match entre les cellules du donneur et le sérum du receveur pour s'assurer qu'il n'y a pas de réaction. Et toute positivité contre-indique formellement la greffe. La greffe de moelle. Alors pour la greffe de cellules souches hématopoïétiques de moelle, il faut une compatibilité HLA la plus
parfaite possible, donc au niveau allélique, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc l'idéal, et là où c'est, voilà, l'idéal c'est le frère ou la sœur compatible, dont on est sûr qu'ils ont reçu le même haplotype, donc les mêmes gènes et qu'ils auront les mêmes antigènes. Et quand donc on ne trouve pas dans la famille, donc vous le savez certainement, donc il y a des fichiers de volontaires, de donneurs volontaires, et comme vous l'avez compris, vu la multiplicité des allèles, il faut des fichiers énormes pour avoir une chance de trouver un donneur compatible dans ces fichiers. Donc vous savez sans doute que ces fichiers maintenant sont coordonnés de manière internationale et que donc on peut aller interroger les fichiers du monde entier. Le souci, malgré tout, c'est que, comme je vous le disais, les associations d'allèles sont variables selon les populations. Et donc, vous imaginez bien qu'il n'y a pas de fichier dans les pays pauvres, pays africains, les pays en particulier, et que donc, déjà, ces populations-là n'ont pas accès à la greffe de toute façon, mais bon, donc il n'y en a pas, mais les minorités de nos pays développés, les minorités ethniques, ont beaucoup de mal à trouver un donneur, puisque notre fichier est essentiellement constitué de caucasiens, un peu d'asiatiques aussi maintenant, avec le Japon, mais voilà, essentiellement caucasiens. Alors il y a aussi, comme le HLA intervient dans la réaction immunitaire, donc il y a des associations, on a remarqué, d'associations de certaines maladies avec certains types HLA. Il s'agit généralement justement de maladies qui sont auto-immunes, une maladie de l'immunité. Et enfin, c'est notre sujet, il y a des applications en transfusion. Alors, quelles sont les applications du système HLA en transfusion? Donc, il y a deux groupes. Il y a en fait des complications, parce que le HLA, c'est des complications. Donc, il y a des complications liées aux anticorps et des complications liées à la réponse immunitaire induite par les antigènes HLA. Donc, les complications liées aux anticorps du receveur, c'est l'inefficacité transfusionnelle plaquettaire. Les anticorps du donneur, c'est le traline, donc on vous a un petit peu parlé déjà. Et les complications liées à la réponse immunitaire induite par les antigènes, c'est la réaction du greffon contre l'hôte. Donc les complications liées aux anticorps du receveur, donc on en a déjà un petit peu parlé, c'est lorsque le receveur a des anticorps HLA qui vont être dirigés contre les antigènes HLA qu'on lui a transfusés. Donc les receveurs concernés, comme on l'a vu, c'est les femmes ayant eu des enfants, les polytransfusés, en particulier en plaquettes, et bien sûr les greffés d'organes. Alors quelle est la conséquence? En cas de transfusion de CGR, les effets sont rares actuellement, puisqu'il n'y a plus beaucoup de leucocytes qui sont seuls à porter les antigènes HLA, et le type de réaction que l'on voyait avec les transfusions de CGR non déleucocytés, c'était des réactions de type frisson hyperthermie. Donc c'était extrêmement fréquent, ça existe encore, c'est pas toujours lié que au HLA, mais donc voilà, c'est beaucoup plus rare quand même maintenant avec les CGR déleucocytés. Les transfusions de plaquettes, c'est là que c'est plus critique, on peut avoir des réactions de frisson hyperthermie quand il y a incompatibilité, mais ça, à la limite, c'est quelque chose qui n'est pas confortable pour le receveur, mais qui n'est pas forcément grave. Le souci, c'est bien sûr l'absence de rendement plaquettaire après une transfusion. Donc ça, c'est devenu un problème quotidien des services de distribution. Et seuls sont responsables les anticorps de classe 1, puisque les plaquettes ne portent que les antigènes de classe 1. Alors, qu'est-ce qu'une inefficacité transfusionnelle plaquettaire? Donc, c'est quand le rendement plaquettaire, on a une belle phrase, qui est inférieur à celui attendu, après 2 concentrés plaquettaires, alors normalement, c'est même 2 concentrés plaquettaires successifs dans les 24 heures,
plaquettes suffisamment riches, suffisamment jeunes, ABO-compatibles. Alors, pour revenir dans la vraie vie, comme disait M. Alouz, c'est en fait le service des matos, généralement, qui appelle et qui dit « les plaquettes ne remontent pas ». Voilà, ça paraît, faut rester pratique. Les plaquettes ne remontent pas. Donc mon malade, il avait 20 000 ou 10 000 et maintenant il a 12 000. Donc effectivement, il n'y a pas besoin de calcul. Il y a des calculs aussi. Quel est le rendement? Je vous fais grâce des calculs parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt pratique. Alors que fait-on dans ces cas-là? Eh bien, il faut quand même savoir que les causes non immunologiques sont très fréquentes. On estime qu'il y en a, dans 2 tiers des cas, il y a une cause non immunologique, ou isolée ou associée. Donc c'est la fièvre, c'est l'infection, c'est la CIVD, c'est la grosse rate qui capte toutes les plaquettes qu'on transfuse, c'est les chimiothérapies lourdes. Bon. Intervient aussi sans doute l'âge de la plaquette transfusée, partiellement. Il faut bien sûr avoir quand même transfusé la bonne quantité aussi en fonction du poids. Voilà. Donc ça, c'est les causes non immunologiques. Les causes immunologiques non HLA, c'est l'incompatibilité ABO. Les anticorps ABO du receveur peuvent aller détruire les plaquettes qui portent les antigènes ABO. Il y a aussi la possibilité d'anticorps antiplaquettaires spécifiques, HLA. Et malgré tout, c'est quand même le sujet qui nous occupe, la première chose aussi que l'on recherche, ce sont donc les anticorps anti-HLA, anticorps HLA de classe 1. Donc quelle est la conduite à tenir? Comme je vous disais, il faut quand même avoir à l'esprit qu'il y a tous les facteurs non immunologiques. Il faut réaliser chez le receveur, si ça n'a pas été fait, le typage HLA de classe 1 et faire la recherche d'anticorps, qui est souvent faite quand même par Luminex, et si c'est positif, déterminer les spécificités en cause. Une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner des plaquettes HLA classe 1 compatibles, c'est-à-dire qui ne portent pas l'antigène correspondant aux anticorps, puisqu'il est illusoire de penser qu'on va trouver des antigènes complètement compatibles, isogroupe HLA avec le malade. Si ça ne marche pas, il faudra peut-être élargir même aux réactions croisées, aller plus loin. C'est pour ça qu'on a souvent recours au laboratoire HLA pour nous aider dans la sélection des plaquettes compatibles. Et c'est certainement beaucoup plus facile dans les EFS qui ont leur labo HLA, je suppose, nous c'est notre cas, on l'a au sein de l'EFS, que quand le labo HLA est dans un service hospitalier. Donc on sélectionne parmi le stock disponible, ça veut dire qu'idéalement il faut que toutes les plaquettes d'aphérèse, puisque les typages HLA c'est sur les donneurs uniques, ça veut dire qu'idéalement les donneurs d'aphérèse de plaquettes doivent être phénotypés HLA, pour qu'on le sache. Si on ne trouve pas parmi le stock disponible, on va aller convoquer des donneurs à partir d'une liste de donneurs typés HLA. Là encore, l'importance d'avoir des donneurs de plaquettes typées HLA. En dernier recours, et en cas d'urgence, parce que tout ça... Donc, on fait appel aux transfusions de mélanges plaquettaires en se disant que sur les 5 ou 6 donneurs qui sont dans ce mélange, eh ben, il va bien y en avoir un pour lequel ça va coller. Alors, en préventif, est-ce que l'on peut faire quelque chose? Éviter l'immunisation HLA lors des transfusions de CGR. Donc ça, la déleucocytation a quand même bien aidé, elle est systématique maintenant. Donc, ça c'est un petit peu la seule attitude préventive que l'on peut avoir. Alors au niveau du receveur, il n'y a pas vraiment de consensus sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Est-ce qu'il faut faire un typage HLA classe 1 systématique? Est-ce qu'il faut faire des anticorps HLA systématiques? Est-ce qu'il faut les faire tous les mois? Est-ce qu'il faut les faire que si c'est inefficace? Donc il n'y a pas de consensus. Donc au niveau de la société française HLA, donc il y a une étude qui se met en place déjà pour faire un état des lieux des pratiques
et dont on espère qu'on pourra sortir des recommandations claires. Ça me paraît tout à fait raisonnable pour un malade qui est susceptible d'être polytransfusé, notamment en plaquettes, de lui faire un typage HLA de classe 1, déjà, et de refaire une recherche d'anticorps HLA à l'origine. Surtout chez ceux qui ont déjà eu des transfusions de rouge ou chez les femmes. Voilà. Ensuite, donc comme je vous le disais, il y en a qui vont attendre et voir si ça marche, on s'arrête là, et si ça marche pas, on va re-regarder. C'est pas mal quand même de suivre un peu, parce que ça peut évoluer au fil du temps, de suivre un peu au cours du temps, à un rythme relativement régulier, la recherche d'anticorps. Mais ça a un coût, donc bon, voilà. Donc voilà pour les plaquettes. Donc on passe maintenant au deuxième type de complications, qui sont les complications liées aux anticorps du donneur, cette fois. Donc ça, c'est le TRALI. Je pense que là, le TRALI, on en entend beaucoup parler. Donc on vous a bien dit que c'était un diagnostic clinique uniquement, en fait. Il s'agit d'une détresse respiratoire aiguë par édème pulmonaire de type lésionnel. Quand on dit de type lésionnel, ça veut dire que c'est pas une détresse, c'est pas un édème pulmonaire par insuffisance cardiaque, c'est pas un édème pulmonaire parce qu'on a transfusé 5 kilos d'un coup à une petite grand-mère et qui se retrouve en surcharge complète. Donc c'est vraiment lésionnel avec des signes radiologiques évocateurs, donc des images dans les deux poumons, des images qui peuvent aller jusqu'à des poumons presque blancs, qui donc apparaît rapidement, progressivement, mais rapidement, souvent dans l'heure qui suit la transfusion, et on ne peut parler de TRALI que si ça apparaît dans les 6 heures. Après, c'est exclu. Donc c'est une complication grave qui met en jeu le pronostic vital. Donc actuellement, je pense que c'est la notion que j'ai, je pense que c'est toujours ça, c'est la complication mortelle la plus fréquente de la transfusion. D'où l'ABSAPS qui s'est quand même ému et qui vous a demandé de faire quelque chose. Alors quels sont les produits en cause? Les PSL, tous en fait. Tous ceux qui contiennent du plasma, donc, et d'autant plus que le volume de plasma est important, donc bien sûr en premier lieu le plasma, forcément, les plaquettes, mais ça survient aussi avec les globules rouges, même s'il y a un volume de plasma qui est beaucoup plus faible. Donc la fréquence de survenue est estimée à 1 sur 5000 produits transfusés. Le mécanisme n'est pas complètement connu. Il y a au point de départ une activation des polynucléaires au niveau de l'endothélium des capillaires pulmonaires. Ça entraîne une lésion de la membrane alvéolaire qui augmente leur perméabilité avec passage de liquide dans les alvéoles et édème pulmonaire. Il faut un contexte pathologique favorisant. Cela survient sur un contexte clinique particulier, mais tellement large qu'on ne peut pas trop cibler les receveurs à risque, puisque ça va de la chimiothérapie aux pathologies cardiovasculaires, au post-opératoire, à l'infection, etc. Donc voilà, malade un peu fragilisé, mais par beaucoup de choses. Donc l'origine la plus fréquente, ou du moins celle qui est mise en avant, c'est donc le conflit entre les anticorps du donneur apportés par la transfusion et les antigènes du receveur, donc au niveau des polynucléaires pulmonaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le TRALI immunologique. Donc contrairement bien sûr aux plaquettes, là, les anticorps HLA de classe 1 et 2 sont responsables potentiellement du TRALI. Donc c'est eux qu'on considère comme étant l'élément étiologique majeur. Mais les anticorps spécifiques anti-polynucléaires du donneur peuvent être aussi responsables. Parfois, on met en cause des anticorps HLA du receveur. Il n'y a pas d'anticorps chez le donneur, mais il y a des anticorps HLA chez le receveur et on trouve chez le donneur des antigènes HLA correspondants. Donc quand le syndrome clinique est vraiment patent et qu'on ne trouve pas d'anticorps chez le donneur, c'est une hypothèse que l'on retient. Et puis,
puisque c'est un diagnostic clinique qui n'y a parfois aucun anticorps, ni chez le donneur, ni chez le receveur. On parle de tralie non immunologique, et on met en cause malgré tout, puisque ça survient après une transfusion, des substances activatrices dans le produit, activatrices de polynucléaires, des lipides activateurs. Enfin, comme vous le voyez, on ne connaît pas tout du tralie quand même. Hein. On a l'impression que parfois, on essaie de trouver des raisons, donc on parle d'abord d'immuno, après on se dit ah oui mais là ça colle pas, donc on va dire que c'est inversé, ah oui mais là ça colle pas non plus, donc ça doit être autre chose. Enfin, c'est imparfait encore comme connaissance de la physiopathologie. Donc, là, vous avez les trois facteurs, comme on le disait, impliqués dans le tralie. Le patient, il y a des notions de patient à risque, comme je vous le disais tout à l'heure. Des notions de produits à risque, c'est ceux surtout qui contiennent des produits qui sont riches en plasma, là où se trouvent les anticorps. Et puis, le donneur à risque, c'est le donneur qui a des anticorps anti-HLA ou anti-HLA, dont toujours la femme qui a eu des enfants. Alors donc la prévention du coup est à ces différents niveaux. Le donneur ne prélever pour le don de plasma ou de plaquettes que des hommes, des femmes n'ayant pas eu d'enfants ou ayant été testés anticorps HLA négatifs. Sur le produit, on ne peut faire que réduire la quantité de plasma dans les CGR. On ne peut pas bien sûr se permettre d'exclure les femmes ayant des enfants du don. On ne peut pas non plus faire des dépistages anticorps HLA chez les donneuses de CGR. Et sur le receveur, comme je vous le disais, il y a beaucoup de facteurs, donc on ne peut pas agir. Alors la dernière complication, c'est la réaction du greffon contre l'autre, sur lequel je vais passer plus rapidement. Donc qu'est-ce qu'une réaction du greffon contre l'autre ? C'est la prolifération des lymphocytes viables du donneur chez un receveur incapable de les rejeter parce qu'il est immunodéprimé. Donc en fait, c'est les lymphocytes transfusés qui prolifèrent et qui donc attaquent les organes et les tissus du receveur. Ça donne des troubles cutanés, hépatiques, digestifs. Donc, comme vous voyez, il faut que le patient soit immunodéprimé, il faut qu'il y ait des lymphocytes viables dans le produit transfusé, et c'est aggravé quand il y a une similitude HLA entre le donneur et le receveur, parce que du coup, là, le receveur ne reconnaît même plus comme étranger, et donc à éliminer les quelques lymphocytes viables qu'on lui a transfusés. Donc, la prévention, vous le savez, c'est l'irradiation des produits sanguins, qui empêche la multiplication des lymphocytes. Les lymphocytes sont tués et donc ne se multiplient plus. Donc il y a des indications que vous connaissez qui sont donc établies, les déficits congénitaux, surtout les greffes de moelle. Et ça c'est anecdotique puisque les donneurs apparentés, vous savez, c'est rarissime, c'est dans les cas d'incompatibilité érythrocytaire, d'impasse érythrocytaire, ou quand il y a des transfusions de plaquettes dans des situations de la mère au bébé, dans des situations d'incompatibilité. Donc voilà, en conclusion, les trois grandes complications liées au HLA, la réaction du greffon contre l'autre, c'est exceptionnel, c'est un problème majeur en greffe, mais exceptionnel en transfusion, c'est bien maîtrisé par l'irradiation des produits. Le seul souci, c'est qu'on n'irradie pas tous nos produits, et que donc il ne faut pas oublier, il ne faut pas... Bon voilà, c'est de poser la bonne indication. L'inefficacité transfusionnelle plaquettaire, c'est insister sur le fait qu'il nous faut un pool conséquent de donneurs de CPA typés. Et puis le tralie, comme vous le voyez, les mesures préventives actuelles sont très incomplètes. Ça ne concerne pas les globules rouges, alors on pourrait imaginer qu'ultérieurement, il y a un test qui existe, qui puisse faire à grande échelle le dépistage. Ça serait fait en QBD, le dépistage de tous les donneuses. Bon, mais là, on n'en est pas là, puis ça exclurait quand même beaucoup de donneuses de CGR, donc je pense que le prélèvement ne serait pas très favorable. Et puis, comme on ne connaît pas tous les mécanismes, on ne peut pas agir ni sur le tralie inversé, ni sur les causes non immunologiques. Voilà, je vous remercie.